Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Vox Africa dans ce focus consacré à la littérature, une œuvre littéraire intitulée La tragédie du pouvoir. L'auteur, c'est le docteur Bernard Messengue Avom. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Thierry. Très bien. D'entrée de jeu, on va s'attarder d'abord à la première de couverture de votre ouvrage avant de rentrer dans le fond. Un titre, La tragédie du pouvoir, avec des photos en dessous. À la gauche, on a des anciens présidents africains et de l'autre, on a le président russe, le président chinois, l'ancien président français et l'actuel président du Brésil. Qu'est-ce que cela implique? Oui, la couverture est en elle-même parlante parce que le phénomène de la tragédie du pouvoir sévit partout, quels que soient les pays, quels que soient les régimes. L'exercice du pouvoir est véritablement une tragédie. C'est pour cela que vous retrouvez aussi bien les anciens présidents africains qu'américains, asiatiques. C'est la raison pour laquelle cette affiche est aussi composite. C'est a priori un contresens. Le pouvoir, généralement, c'est quelque chose qui se magnifie, mais en même temps, votre titre, vous dites la tragédie. En quoi est-ce que le pouvoir est une tragédie? Le pouvoir est une tragédie tout simplement parce que, au-delà des fastes et du flonflon, vous vous retrouvez avec un homme à qui on a confié les destinées d'un État, mais qui, pour accomplir sa mission, est enserré dans des contraintes à la fois conjoncturelles et structurelles et qui font qu'il n'est pas toujours libre de faire ce qu'il souhaiterait faire. Très souvent, il prend même des décisions à contre-cœur. Donc, toutes ces contraintes font qu'il n'est pas en mesure de dérouler son programme tel qu'il l'aurait souhaité et est obligé, n'est-ce pas, de se contenter des joies grisantes, des petites victoires, des étouffements renonçants. Et ça fait qu'au bout du compte, quand vous le retrouvez entre quatre murs, c'est très difficile. C'est vraiment difficile à vivre. Et vous avez d'un côté l'opinion qui ne connaît pas tout ce que vous vivez, toutes ces contraintes-là, et qui attend les résultats. Et en même temps, vous n'avez pas toutes les manettes pour faire ce que vous voulez faire. Et à la fin, lorsque vous sortez, c'est assez remarquable de voir que les anciens présidents ont toujours l'impression d'avoir été trahis, de n'avoir pas été suivis, et vivent en permanence le deuil du pouvoir. Je ne l'ai peut-être pas dit en introduction, vous avez été ministre au Cameroun à 2 reprises, ministre des petites et moyennes entreprises, ensuite ministre des Travaux publics. Est-ce que ce que vous décrivez est quelque part ce que vous avez vécu? Bon, c'est des choses, on les vit aussi à ce niveau-là. On les vit aussi à ce niveau-là parce que comme ministre, vous avez des idées, mais vous faites toujours face à l'insuffisance des moyens nécessaires pour véritablement accomplir les missions qui sont les vôtres. Mais c'est à une petite échelle. Maintenant, au niveau de l'État, c'est encore beaucoup plus important. Très bien. Vous avez évoqué dans la première partie de votre ouvrage, et vous le disiez encore à l'instant, des contraintes structurelles à l'exercice du pouvoir, notamment endogènes et exogènes. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Bon, il y a des contraintes institutionnelles qui sont souvent assez fortes. Il y a des contraintes endogènes qui relèvent des institutions à l'intérieur, mais également exogènes parce qu'elles viennent de l'extérieur. Maintenant, les contraintes endogènes, prenons le fait que si vous faites l'anthropologie du droit, vous vous rendez compte que le droit vient, lorsqu'un événement a été posé, lorsqu'une activité sociale a été posée, vient pour réglementer l'activité. Et vous voyez, la vie est tellement fluide, fertile, prosaïque, que pour se dérouler, elle ne vient pas d'abord demander au droit est-ce que ce que je veux faire est bon. Et donc la vie se déroule et le droit vient après. Donc le droit est assez conservateur. Et dans le cas précis, je prends les institutions. Si vous prenez la Constitution par exemple, un président est élu, on lui confie le destin d'un pays pendant un mandat. Mais en même temps, vous trouvez dans la Constitution uniquement des dispositions qui l'empêchent de devenir un dictateur. Donc en fait, on appréhende la fonction de façon négative,
on tient la laisse très courte pour qu'il ne dérape pas, c'est bien, parce que tout homme est tenté d'abuser du pouvoir. Mais en même temps, on ne se demande pas si celui-là peut aller au-delà des espérances. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et généralement, on est confronté au droit qui vous limite, alors que vous pouviez faire plus. On a vu des exemples. Vous avez eu le président américain Roosevelt qui a fait 4 mandats parce qu'il faisait un travail exceptionnel. Et pour bien illustrer cela, c'est la contrainte. Vous avez la légitimité légale et vous avez la légitimité politique, n'est-ce pas, et la légitimité légale. Donc, la Constitution vous donne la légitimité légale, mais il peut se trouver à un moment donné que la légitimité légale ne correspond plus à la légitimité politique. Nous avons vu l'exemple en France en 1962, lorsque le président de Gaulle, lorsque le général de Gaulle, n'est-ce pas, viole la Constitution et institue l'élection du président de la République au suffrage universel direct, alors que jusque-là, c'était le président du Conseil était élu par l'Assemblée. En le faisant, il a violé la Constitution ne le disait pas, mais au plan politique, c'était légitime parce que ça lui a permis, n'est-ce pas, d'asseoir une base institutionnelle qui garantissait, n'est-ce pas, la stabilité du régime politique français, contrairement à l'instabilité qui était caractérisée par les 3e et 4e Républiques. Donc c'est en ce sens que les institutions, le droit peut devenir un obstacle. C'est-à-dire que le droit ne correspond pas à la légitimité politique. Voilà. Très bien. On le voit à votre argumentaire, vous ne faites pas un focus sur un pays, vous évoquez une réalité beaucoup plus générale, africaine. Vous évoquez les contraintes liées au jeu du pouvoir, le jeu du pouvoir. Oui, le jeu du pouvoir, parce que, vous savez, la politique n'est pas un exercice intellectuel. C'est un rapport de force. Donc, dans le champ politique, en fonction des forces en présence, vous avez les différentes alliances qui peuvent se faire. Et ces alliances sont basées uniquement sur les intérêts des uns des autres, des différents partis qui peuvent faire alliance ou ne pas faire. Vous avez ceux qui sont pas dans la coalition gouvernementale, qui ont intérêt à monter les enchères pour non seulement gagner en popularité, mais avoir des marges de manœuvre pour discuter avec le pouvoir. Donc ce sont tous ces jeux-là qui font qu'à un moment donné, les intérêts commandent et passent avant, n'est-ce pas, le bien collectif. Très bien. Voilà. Vous évoquez justement la place de l'opposition. L'opposition, dans un contexte comme celui que vous décrivez de manière globale, est-ce que c'est donc la faiblesse de cette opposition qui peut favoriser la longévité d'un régime? Bon, vous savez, l'opposition, il faut partir d'un certain nombre de faits. En Afrique, surtout, la plupart des partis au pouvoir sont généralement la continuité des partis uniques. Donc, vous voyez, c'est la continuité, très souvent. Et dans un contexte comme celui-là, ce sont des partis qui ont un ancrage territorial, un maillage territorial important sur l'ensemble du territoire. Et donc, les nouveaux partis ont de la peine à avoir le même ancrage territorial. Deuxième chose, comme c'est la continuité des partis uniques, ce parti-là, n'est-ce pas, ont capté la grande majorité des élites importantes, les élites politico-administratives. Ce qui fait que les partis d'opposition n'ont pas suffisamment de personnel avec autant d'expérience. Maintenant, si vous ajoutez à cela la faiblesse des moyens financiers pour se déployer, tout ça fait partie. Et vous avez également, et peut-être enfin, le niveau de culture politique. La culture politique, dans la plupart de nos pays, est encore au niveau grégaire, au niveau paroissial, c'est-à-dire on s'attache à des éléments comme la tribu, etc. Et ce qui fait que la faiblesse idéologique fait que il n'y a pas... les gens n'adhèrent pas des partis parce qu'ils défendent une idée, parce qu'ils ont une vision de la société, mais parce que c'est le parti de tel
ou parce qu'on n'a pas trouvé de l'espace ailleurs, donc c'est ici qu'on peut trouver un espace pour s'exprimer. Et d'ailleurs, vous verrez, si je prends le cas du Cameroun, avec plus de 300 partis politiques, je vous mets au défi de me dire s'il peut y avoir plus de 300 idéologies. Vous voyez? Et donc, du coup, ça fait que cette faiblesse, ces éléments que je viens de montrer, font que les partis d'opposition sont généralement dans une situation de faiblesse par rapport aux partis au pouvoir, en raison de tous ces éléments que je viens de me donner. Vous évoquez dans l'ouvrage l'opposition et vous en parlez avec une expression « élément perturbateur ». Une curiosité quand même lorsqu'on est en pleine démocratie. Oui, oui, élément perturbateur, disons que, je l'ai dit, c'est une question méthodologique, tout simplement. C'est-à-dire que je me mets du côté de celui qui exerce le pouvoir et qui voit dans l'opposition en tant qu'élément perturbateur, dans sa fonction, pas globalement. C'est-à-dire certains éléments, vous voyez par exemple que les partis politiques de l'opposition, dans la rhétorique politique, sont assez souvent contre le pouvoir et pour tout ce qui est contre le pouvoir. Donc, de manière systématique, il faut démontrer que le pouvoir travaille mal. Et donc, par conséquent, c'est un rôle perturbateur parce que cela relève de la rhétorique et donc très souvent de la désinformation. Et c'est en cela que ça joue un rôle perturbateur. Donc, dire que l'opposition, le rôle perturbateur de l'opposition, c'est tout simplement une question méthodologique, c'est-à-dire que je me situe du côté de celui qui exerce le pouvoir et qui voit donc l'opposition de cette manière-là. Très bien. À la page 79 de l'ouvrage, vous faites référence à une présumée soumission du diktat de la société internationale avec comme cheval de Troie les droits de l'homme. Oui, et ça, c'est un sujet assez sérieux. Vous savez, il faut dire que pour me faire mieux comprendre, l'Occident a dominé le monde pendant 4 ou 5 siècles et a imposé sa culture. Et on a accolé le qualificatif universel. Mais aujourd'hui, on se rend à l'évidence que la culture occidentale est arrivée en fin de cycle. La démocratie occidentale est essoufflée. Et nous avons aujourd'hui, dans les pays, notamment africains pour l'essentiel, ou du moins ceux qui ont été dominés par la culture occidentale, nous sommes dans un contexte où la culture occidentale étant évanescente, c'est des gens qui veulent, ou qui depuis longtemps, ont toujours voulu ou ont dominé les autres par la force, en utilisant des éléments culturels, les droits de l'homme, etc., inventant ce qu'ils ont appelé le droit d'ingérence humanitaire. Et donc cela leur permet, n'est-ce pas, d'intervenir dans les États en arguant du fait qu'on va protéger ou on va promouvoir les droits de l'homme alors que c'est pour des intérêts particuliers. Nous avons des exemples à ce sujet. Prenons la Libye pour ne pas aller loin. Vous savez qu'en Libye, on a prétexté aller sauver le peuple de Benghazi alors que cela correspondait à d'autres intérêts. Et nous pouvons aujourd'hui voir à quoi ressemble la Libye. Pourtant, cautionné par une résolution des Nations Unies. Idem pour l'Irak, etc. Donc on peut multiplier les exemples de ce genre-là. Et ces grands pays, sur la base de ce genre de concept, de droit d'ingérence humanitaire, promotion de la démocratie, interviennent dans nos pays pour imposer un agenda. Et c'est pour ça que je dis que c'est une contrainte. Souvenez-vous des conférences nationales souveraines, l'engouement que cela a eu. Et puis, au bout du compte, qu'est-ce que cela a donné? Tout avait changé, mais pourtant, tout était resté pareil. Mais au bout du compte, c'est toujours, comme j'ai utilisé l'expression, cheval de Troie. C'est par ce genre d'artifice qu'ils viennent pour justifier juridiquement la défense de leurs intérêts, tout simplement. Mais quelque part, Monsieur le ministre, est-ce que ce n'est donc pas au régime en place de se prémunir de cela en ne leur ouvrant justement pas la porte, ou bien en leur prêtant pas le flanc à cela? Parce que s'ils interviennent, il y a quand même des fois des éléments de reproche à fournir. Des éléments de reproche, bon, ce qu'il faut dire.
Je l'ai dit au départ, on nous a imposé une culture. Maintenant, allons dans l'ontologie. Quand les sociétés humaines se composent, c'est sur la base d'un vécu historique, sur la base d'une culture, et mettent en place des règles propres à l'épanouissement de leur collectivité. Et maintenant, au niveau mondial, si on parlait de la démocratie, on parle de liberté d'expression, on parle du multipartisme, etc. Mais tout ça sont des supports de la démocratie. Le multipartisme, la liberté d'expression ne constitue aucunement la démocratie. La démocratie a ses propres fins, qui sont la construction d'une société de liberté, d'égalité et de justice. Vous voyez? Si maintenant on est tous d'accord qu'il y a un droit à la vie, un droit à l'éducation, eh bien, tous les pays peuvent se mettre d'accord dessus. Mais maintenant, si on est d'accord sur ces fins ultimes, il faut qu'on laisse la liberté à chaque communauté d'arriver à ses objectifs en définissant les modalités qui soient propres à leur substrat anthropologique, à leur culture, et ne pas nous imposer une manière d'y arriver. Vous voyez? Bon, vous pouvez dire que la liberté d'expression, vous dites tout ce que vous voulez dire, mais on peut dire la même chose sans vociférer, sans insulter, sans gifler le président. Vous voyez? Bon, par rapport à notre culture, il y a la notion de respect de l'aîné, la notion de respect de l'aîné social ou biologique. On peut dire la même chose à son parent ou à un aîné sans forcément avoir besoin de l'insulter, de vociférer. Donc, j'ai dit, dans les modalités, pour arriver à ces fins que poursuit la démocratie, il faut qu'on laisse à chaque communauté urbaine le soin, n'est-ce pas, de définir la meilleure modalité en fonction de sa culture, en fonction de son substrat anthropologique. Juste pour être clair, Monsieur le ministre, vous vous prononcez donc en faveur de la démocratie, seulement vous estimez que les moyens pour y parvenir devraient être adaptés à chaque communauté. Absolument. Très bien. Absolument. Dans votre ouvrage, vous ne parlez pratiquement pas de l'Union africaine. Est-ce que c'est un indicateur de sa faiblesse en tant qu'institution à même d'asseoir la démocratie dans les différents États, ou simplement est-ce que c'est un choix éditorial? Ce n'est pas un choix éditorial. Vous savez, c'est le problème que rencontrent les organisations internationales, parce que si vous prenez des décisions et vous n'avez pas la force coercitive pour amener les gens à respecter les décisions, vous avez un pouvoir qui est presque sur du papier. Et c'est le problème de l'Union africaine. Elle a beau prendre des résolutions, mais elle n'a pas de contraintes à exercer sur les États pour que les États respectent, n'est-ce pas, ces résolutions. C'est tout simplement parce que je n'ai pas vu dans mes recherches, n'est-ce pas, les contraintes que l'Union africaine aurait pu exercer sur les régimes politiques pour que ceux-ci soient amenés à ne pas faire ci ou ça, parce que l'Union africaine l'a recommandé. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une volonté des États, justement, de maintenir l'Union africaine dans cette faiblesse-là? Parce que, d'un point de vue financement, y compris les opérations de maintien de la paix de l'Union africaine sont financées à pratiquement 96% par les bailleurs de fonds internationaux. Ben, c'est ce que j'ai dit. Quand vous n'avez pas les moyens d'asseoir votre politique, évidemment, vous êtes faible. Quand vous avez un sabre en bois, vous ne le sortez pas du fourreau. C'est tout simplement ça. Les États africains auraient justement pu, en tout cas, ont la capacité de donner à l'Union africaine ces moyens. Vous savez, il y a, au niveau des organisations internationales, il y a toujours le particularisme, des particularismes nationaux. On a le problème en Europe maintenant avec l'Union européenne. Vous voyez la contestation que les gens font, qui estiment que les États ont été dépouillés d'un certain nombre de pouvoirs et que, face à certains problèmes, ne peuvent pas, les États sont presque impuissants. Donc il y a ce problème des particularismes nationaux qui doivent correspondre également aussi à des pouvoirs qui peuvent résoudre ces problèmes-là. Et si vous les transférez à un niveau supranational, ça devient difficile, d'autant plus difficile que les intérêts de tous ces peuples-là ne peuvent pas être congruents toujours à un moment donné. Et si vous n'avez pas la force matérielle d'imposer ces décisions, eh bien, vous restez une caisse
réflexion, des délibérations, etc. Très bien. Et j'ai envie de vous demander, Monsieur le ministre, et le peuple dans tout ça? Vous dites dans l'ouvrage, à la page 89 notamment, que le peuple serait simplement introuvable. Bon, je dis le peuple est introuvable. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand vous suivez les discours politiques, on parle du peuple, le pouvoir au peuple, etc. Et c'est en ce sens que je dis, au plan politique, lorsqu'on parle de peuple, c'est purement de la démagogie. C'est de la démagogie. Parce que dans un État, on ne peut pas parler de peuple, il faut parler des peuples, parce qu'il y en a plusieurs dans les États. Les peuples peuvent être identifiés et se constituer sur la base des identités sociales. C'est-à-dire, vous avez la population de fonctionnaires, qui n'a pas le même réflexe que la population des cultivateurs, des paysans. Vous avez les opérateurs économiques qui n'ont pas la même manière de penser que ceux qui font les motos-taxis, par exemple. Donc, tous ces peuples-là, chaque dimension a ses intérêts. Et lorsque vous voulez définir une politique publique en tant que leader d'un État, vous devez tenir compte de cette disparité. Et si vous n'en tenez pas compte, eh bien, vous risquez de définir des politiques qui ne pourront pas s'appliquer. C'est pour cela que vous ne pouvez pas parler de peuple, mais des peuples. Le peuple est introuvable tout simplement parce qu'il n'y a pas une... la population n'est pas un peuple. Elle n'est pas homogène. Elle n'est pas homogène. Il y a des identités, des situations sociales qui font que, M. Tchéminier, vous allez être plus proche de la corporation des journalistes que des paysans. Vous voyez? Et si votre réaction par rapport aux politiques publiques qui sont définies, ce rapport-là tient compte, n'est-ce pas, du vécu que vous avez de la politique publique définie. Or, le paysan ne vit pas, n'a pas la même appréhension d'une politique que vous. Donc, en fonction des positions sociales, les acteurs apprécient différemment les politiques publiques qui sont proposées. À partir de ce moment-là, celui qui gouverne a une difficulté, celle de rassembler ou de lier ou d'amener tout le monde à accepter ce qu'il définit comme politique publique. Et du coup, vous avez des politiques publiques qui sont prises et qui doivent être adaptées à chaque cible sociale. Prenons le problème de l'éducation au Cameroun, par exemple. Vous ne pouvez pas, au niveau national, décider prendre une mesure en ce qui concerne l'éducation sans tenir compte de l'existence du sous-système francophone et du sous-système anglophone. Vous voyez ? À partir de ce moment-là, vous voyez la difficulté qui est celle de celui qui dirige. Pour définir une politique publique dans le domaine de l'éducation, il faut tenir compte de cela, sinon vous risquez soit provoquer des soulèvements, soit que votre mesure soit inapplicable. Voilà, on va finir par là, Monsieur le ministre. Lorsqu'on parle de pouvoir, on parle aussi de l'entourage. Un dirigeant est essentiellement façonné par son entourage. Selon vous, quelle est, on va dire quoi, la place de l'entourage dans l'exercice du pouvoir? Est-ce que c'est une entrave à l'exercice de manière beaucoup plus saine du pouvoir ou pas? Bon, l'entourage ne peut pas être un obstacle. Ça dépend des circonstances, des contextes. Parce que vous voyez, un président de la République, humainement parlant, ne peut pas tout faire. Il n'est pas omniscient non plus. Il a besoin d'un cabinet, de gens qui mettent en œuvre, qui élaborent les idées qu'il a et qui nourrissent sa réflexion par l'étude des différents dossiers qui viennent du gouvernement ou de la société civile. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas concevoir un chef d'État qui n'ait pas un cabinet, qui n'ait pas de collaborateurs, qui n'ait pas d'entourage. Ça, c'est l'entourage professionnel. Il y a l'entourage également privé, c'est-à-dire qui relève de sa sphère familiale, de sa sphère d'amitié, etc. Maintenant, en ce qui concerne l'entourage professionnel, vous devez avoir un personnel qui vous assiste, non seulement pour élaborer les idées, les politiques, les idées que vous avez, mais également pour vous donner l'avis, parce que le cabinet du président donne l'avis sur ce que fait le gouvernement pour amener le président à prendre des décisions. Et donc,
ce qui est un problème, c'est au niveau du casting. Parce qu'il faut aussi savoir que les collaborateurs ne sont pas des robots. C'est-à-dire vous appuyez sur le bouton, il vous reproduit le comportement que vous voulez. Ce sont des êtres de réflexion qui peuvent réagir, qui peuvent concevoir, qui peuvent même contourner, n'est-ce pas, les instructions que vous donnez. C'est en cela que leur management pose problème si ils sortent de la vision que vous avez, et en ce moment-là, ça peut poser problème. Donc c'est juste un problème de casting. En tant que tel, l'entourage n'est pas un obstacle. Au contraire, il participe à aider le président à diriger. Maintenant, l'entourage familial a l'emprise qu'il peut avoir en fonction des contextes, des circonstances, des lieux. Mais c'est à celui qui dirige, qui a une vision et qui doit rester intransigeant par rapport à cette vision et aux objectifs qu'il veut atteindre. Donc, c'est vraiment, ça dépend des individus. Ok, merci beaucoup, Dr Bernard Messengue-Avom, d'avoir accepté de venir sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous, à la maison, de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin ce focus consacré au livre « La tragédie du pouvoir » du Dr Bernard Messengue-Avom. C'est publié aux éditions Aphrodite.